Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui prend de plus en plus d'importance en Afrique, l'avenir des services financiers numériques et le rôle que pourrait y jouer la blockchain. Alors que des solutions ont profondément transformé nos usages, une nouvelle génération d'infrastructures technologiques émerge avec l'ambition d'aller encore plus loin. Pour en parler, Digital Mag a le plaisir de recevoir aujourd'hui en exclusivité Monsieur Nyamke Kwame, directeur général de ServiChain. Nous allons ensemble essayer de comprendre ce que cela signifie concrètement, quels problèmes cela peut résoudre et comment cette technologie pourrait s'intégrer dans notre quotidien. Monsieur Kwame, bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous nous présenter ServiChain? En quelques mots, ServiChain, c'est une entreprise qui s'est créée il y a quelques années dans le but de fournir une infrastructure aux institutions et aussi au business pour pouvoir en fait cacher les difficultés de la blockchain et utiliser cette technologie, ce que j'appelle une métatechnologie, pour simplifier tout ce qui est transactions et stockage de données. Mais nous ne nous occupons pas seulement des institutions et des entreprises, mais aussi des particuliers. C'est pour ça que ServiChain possède l'application Cori qui permet de donner un accès facile à ce qu'on appelle le Web3 et aux cryptoactifs pour que les populations puissent faire partie de ce qu'on appelle la nouvelle finance. Casser les coûts de transaction grâce à la technologie blockchain pour faciliter ce qu'on appelle les cross-border payments, donc les paiements transfrontaliers, et bien plus encore. Pourquoi avoir choisi la technologie blockchain? Parce que la blockchain aujourd'hui, comme je disais, c'est ce qu'on appelle une métatechnologie. Et une métatechnologie, pour moi, c'est une composition de différentes technos. Donc c'est d'abord, je vois comment triangle. D'abord, nous avons la cryptographie, les mathématiques et la programmation informatique. Lorsqu'on combine ces trois éléments, ça donne ce qu'on appelle les DLT, donc Distributed Ledger Technology, donc les technologies de registre distribué, dans lesquelles nous avons la blockchain. Et ces éléments-là permettent aujourd'hui, comme je disais, de non seulement casser les coûts de transaction, d'apporter en fait de l'enregistrement de données qui est immuable, donc on ne peut pas modifier les données, donc ce qui apporte une confiance de plus. Donc pour nous chez ServiChain, et je pense que même pour les 95% de la population qui y sont pas encore et pour les 5% qui y sont, c'est une technologie qui vient redéfinir la confiance. Et aujourd'hui, notre monde a besoin de confiance et nous avons, on va dire, essuyé différentes crises financières et économiques de notre histoire, et en redéfinissant la confiance, nous pourrons moins trahir le peuple aujourd'hui avec des avantages comme de l'efficacité en plus de ça. Donc nous avons choisi la blockchain pour la confiance et l'efficacité que ça apporte aujourd'hui à notre économie et la finance que nous connaissons. Dans mon introduction, je l'ai dit, les solutions de paiement mobile ont vraiment redéfini les habitudes quotidiennes des populations ivoiriennes. Selon vous, est-ce que la blockchain est une suite logique pour briser le plafond de verre des services financiers actuels, ou il s'agit d'une technologie qui risque de bousculer les acquis? J'aime beaucoup cette question parce que les avis sont divergents et aujourd'hui beaucoup de personnes pensent que par exemple le Bitcoin, qui est la première application de la blockchain, doit remplacer les monnaies actuelles, et certains se disent que la blockchain va carrément remplacer les banques ou les acteurs qui sont là aujourd'hui. Pour nous, en fait, nous pensons que c'est une suite logique, c'est une évolution. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les marchés émergents et nos différents pays africains aussi sont une opportunité et une aubaine en fait pour les acteurs pour cette technologie, mais aussi cette technologie est une aubaine pour ces populations-là, parce que cette suite-là va permettre de redistribuer les cartes en fait sur le marché. Pour nous, il n'y aura pas de remplacement. C'est en fait une amélioration, une évolution de ce qui existe déjà. Vous parlez d'une évolution et vous parlez de connecter à l'avenir le mobile money au niveau de vos applications, principalement à la blockchain. Est-ce que vous pensez que cette suite logique-là, les autres organismes de mobile money vont l'utiliser ou plutôt la combattre? Vous savez, quand vous avez quelque chose de fort qui arrive, c'est soit cette chose, elle vous détruit, soit vous la détruisez. Et si vous n'arrivez pas à la détruire et que cette chose n'arrive pas à vous détruire, vous devez en fait vous allier. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec les différentes lois que nous voyons. On dit par exemple que l'Europe, c'est les champions de la régulation. Je ne sais pas si vous êtes au courant avec toutes les lois et les régulations qui sont en train de sortir en ce moment autour de la blockchain. Ces lois aujourd'hui font que les gros acteurs que la blockchain n'a pas encore réussi à détruire, mais que la blockchain est en train de faire évoluer, puissent profiter en fait de cette technologie. Et si nous prenons le cas de l'Afrique par exemple, nous voyons que en fait les régulateurs mettent en garde sur certaines choses comme les crypto-monnaies ou autres. Pourquoi? Parce que il faut déjà une compréhension
et ces acteurs n'ont pas été détruits par la blockchain, mais ne peuvent pas détruire la blockchain. Donc il y a une sorte de matching qui est en train de se faire, une sorte de mariage, parce que en fait nos acteurs aujourd'hui n'ont pas trop le choix, parce que grâce aux technologies comme l'IA et la blockchain, ils vont carrément avoir un nouveau rôle, on va dire, de gardien de nos données, de beaucoup d'autres choses. Donc ça sera différent. Justement, en parlant de banque, en parlant de régulation, selon les derniers rapports de la Banque mondiale, l'Afrique reste la région la plus coûteuse au monde pour les envois de fonds, avec des frais moyennant s'élevant à pratiquement 8,78%, indiquant ici une perte de valeur significative. Comment l'infrastructure de ServiChain, qui est essentiellement basée sur la blockchain, peut permettre de fluidifier ces flux de manière plus concrète et de réduire les coûts, particulièrement pour le commerce transfrontalier africain, qui est le moteur de la zone de libre-échange continentale. Ça c'est un sujet qui revient assez souvent. Récemment, nous avons fait un partenariat avec une petite startup qui vient de se monter au Sénégal qui s'appelle Quick, qui est justement en train de combattre cette problématique de frais et de l'inefficacité en fait qu'on peut rencontrer sur ce marché. Aujourd'hui, ServiChain, il y a un sujet que nous avons attaqué dès le départ. Nous avons été ce qu'on appelle multi-chain dès le départ. En étant multi-chain, ça veut dire c'est comme si nous développons une infrastructure qui vous donne accès à plusieurs réseaux en même temps et chaque réseau a son avantage. Récemment, nous avons intégré Solana et Hive qui permet de faire des transactions sans frais. Et nous croyons que en fait la blockchain en étant multi-chain va donner en fait de choix à l'utilisateur pour faire aujourd'hui des transactions en bypassant tous ces problèmes de frais comme les 8% qui n'existent plus sur les blockchains comme Solana, Binance Smart Chain ou Hive. Tout à l'heure dans vos propos, vous avez mentionné le Web3 qui reste abstrait pour une certaine catégorie de la population. Comment est-ce que ServiChain simplifie-t-elle l'accès donc pour l'utilisateur final? Techniquement, comment est-ce qu'une entreprise peut-elle connecter son application à votre solution blockchain sans être forcément experte? Le Web3, c'est ce qu'on appelle le nouvel Internet. Le nouvel Internet où on peut avoir du co-ownership, c'est-à-dire qu'on peut posséder des choses. Vous pouvez posséder vos données, vous pouvez posséder vos images, ce qu'on appelle les NFT. Et quand vous avez des wallets, vous pouvez posséder vous-même votre argent. Parce qu'aujourd'hui, votre argent à la banque est dans les mains de la banque. Quand vous avez votre wallet, vous avez vos bitcoins, etc. qui ne sont pas sur ce qu'on appelle un échangeur. Vous les possédez vous-même. Et tout ça, ça fait partie du Web3. C'est cette capacité à posséder du digital soi-même sur Internet. Donc ServiChain mise énormément sur l'expérience utilisateur pour donner accès à ce qu'on appelle la DeFi, donc la finance décentralisée, et aussi permettre à l'utilisateur non seulement de posséder son argent soi-même grâce à l'infrastructure hybride que nous avons créée, c'est-à-dire avec les avantages de la centralisation et de la décentralisation, mais aussi donner accès à ce qu'on appelle les dApps, Decentralized Applications, donc des applications décentralisées qui fonctionnent grâce à la blockchain aujourd'hui, et nous misons sur l'expérience utilisateur pour faciliter l'accès à ces avantages-là aux populations. Vous avez tout à l'heure parlé de données, donc la Web3 permet généralement de posséder des données, etc. Comment est-ce que vous assurez ainsi la protection des clés privées et données des utilisateurs et comment est-ce que vous garantissez que la plateforme reste stable et rapide, même en cas d'utilisation massive? Aujourd'hui, chez ServiChain, avec Ori, nous avons une sorte d'account abstraction, mais qui ne se base pas forcément sur les 4337, les ERC4337 d'Ethereum. Ce que nous faisons, c'est que dès qu'il y a un wallet qui est créé on-chain, nous ne possédons pas les fonds, nous ne possédons pas le wallet, mais nous chiffrons directement les clés du wallet qui sont gérées par AWS Secret Manager. Justement, en parlant de mentalité, on observe depuis quelques années maintenant une évolution justement des mentalités au niveau des régulateurs africains. Quelle collaboration est-ce que vous préconisez entre les startups comme la vôtre, les banques traditionnelles et les autorités monétaires comme la BCAO pour favoriser l'innovation? Ce que je préconise, c'est que nos big players, donc nos gros acteurs, c'est que la BCAO ou autres, ou les régulateurs, n'aient pas peur. Ce qui est en train de se passer, ce n'est pas quelque chose de mal qui va en fait, on va dire, les détruire ou autres. Il faut qu'on arrive à aider les populations à comprendre, donc à les éduquer, mais aussi qu'on essaie de les protéger au maximum. Donc il faut faire un effort pour collaborer avec les startups plutôt que d'essayer de mettre en place des lois qui vont les détruire et qui vont favoriser les gros acteurs actuels. Donc, quel rôle majeur est-ce que vous voyez pour la blockchain dans le développement économique du continent d'ici 5 ans? Je le dis souvent, la blockchain, c'est une technologie de confiance. Sur notre continent, aujourd'hui, nous avons besoin de confiance. L'utilisation de la blockchain est différente un peu partout en fonction des secteurs d'activité, des pays, etc. Un des sujets qui nous concerne le plus, la finance décentralisée avec les crypto-monnaies, par exemple. Sur notre continent, nous allons utiliser les crypto-monnaies, par exemple, pour faire du flux, des transactions, pour essayer de, on va dire, de combattre l'inflation, etc.
Et la plus grosse peur des utilisateurs, c'est souvent de ne pas se faire arnaquer. Alors que si on prend par exemple d'autres marchés comme pays européens, américains ou autres, leur priorité, ça va être de faire de l'investissement ou de la tokenisation pour rendre des actifs un peu plus liquides. Et leur plus grosse peur, ça va être peut-être le prix ou bien l'accessibilité ou ce genre de choses. Donc nous avons des priorités plus ou moins différentes. Et sur le continent, je pense que en fait cette technologie, dans quelques années, va redéfinir la confiance. Il faut laisser faire parce qu'il y a des personnes qui ne seront pas très favorables à ça. Et ça va aussi apporter cet aspect de décentralisation qui va faire que les populations peuvent être un peu plus libres sur la gestion de, on va dire, de leurs fonds, de leurs finances ou autres. Et le troisième point pour moi, c'est l'inclusion financière, l'accessibilité aux services financiers de base, ce qui pourrait améliorer en fait la vie des différentes populations. Donc l'inclusion financière, la décentralisation et la confiance. En dehors de la blockchain, quelle place ServiceChain ambitionne concrètement d'occuper dans ce nouvel échiquier? C'est d'être en infrastructure un peu invisible qui va permettre de générer tous les wallets de systèmes financiers. Et nous voulons aussi que Cori soit la référence pour toutes les personnes qui ont envie d'avoir accès à la finance décentralisée, par exemple, pour favoriser l'inclusion financière au niveau des populations. Et en étant les rails, nous voulons aussi être ceux qui vont backer les institutions. Donc notre ambition, c'est d'être, on va dire quelque part, l'Ethereum en termes de technologie, l'Ether, pas l'Ether comme Einstein le dit, derrière en fait tous ces acteurs-là, de façon invisible, et de faciliter la création d'opportunités sur ce nouvel Internet, sur la blockchain, etc. Est-ce que vous ambitionnez faire des partenariats? Bien sûr. Aujourd'hui, parmi nos partenaires clés, j'espère qu'on nous aurons encore beaucoup plus de partenaires qui seront stratégiques. Nous avons par exemple la Maison des technologies financières à Luxembourg. Nous avons les JMEMO avec qui nous travaillons beaucoup sur la partie éducative. Et Woodlow qui sont des acteurs, on va dire, juridiques qui nous supportent énormément pour être le plus conforme possible en collaborant avec ces acteurs sérieux. Merci beaucoup, Monsieur Ndiamki. Nous sommes au terme de cette entrevue. Nous vous remercions pour votre attention, pour votre temps. Merci, Digital Mad.